Chapitre 2. Le Morholt d'Irlande. Quand Tristan y rentra, Marc et toute sa baronnie menaient grand deuil, car le roi d'Irlande avait équipé une flotte pour ravager la Cornouaille. Si Marc refusait encore, ainsi qu'il faisait depuis 15 années, d'acquitter un tribut jadis payé par ses ancêtres. Sachez que, selon d'anciens traités d'accord, les Irlandais pouvaient lever sur la Cornouaille la première année 300 livres de cuivre, la deuxième année 300 livres d'argent fin, et la troisième 300 livres d'or. Et quand revenait la quatrième année, ils emportaient 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles, de l'âge de 15 ans, tirés au sort entre les familles de Cornouailles. Or, cette année, le roi avait envoyé vers Tintagel pour porter son message un chevalier géant, le Morholt, dont il avait épousé la sœur et que nul n'avait jamais pu vaincre en bataille. Mais le roi Marc, par lettre scellée, avait convoqué à sa cour tous les barons de sa terre pour leurs conseils. Au terme marqué, quand les barons furent assemblés dans la salle voûtée du palais et que Marc se fut assis sous le dais, le Morholt parla ainsi. « Roi Marc, entends pour la dernière fois le mandement du roi d'Irlande, mon seigneur. Il te semble de payer enfin le tribut que tu lui dois. Pour ce que tu l'as trop longtemps refusé, il te requiert de me livrer en ce jour 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles de l'âge de 15 ans tirés au sort entre les familles de Cornouailles. Ma nef, ancrée au port de Tintagel, les emportera pour qu'ils deviennent nos serfs. Pourtant, et je n'accepte que toi seul, roi Marc, ainsi qu'il convient. Si quelqu'un de tes barons veut prouver par bataille que le roi d'Irlande lève ce tribut contre le droit, j'accepterai son gage. Lequel d'entre vous, seigneur cornouaillais, veut combattre pour la franchise de ce pays? Les barons se regardaient entre eux à la dérobée, puis baissaient la tête. Celui-ci se disait « Ah, malheureux, la stature du Morholt d'Irlande! Il est plus fort que 4 hommes robustes. Regarde son épée. Ne sais-tu point que par sortilège elle a fait voler la tête des plus hardis champions, depuis tant d'années que le roi d'Irlande envoie ce géant porter ses défis par ses terres vassales? Chétif, veux-tu chercher la mort? À quoi bon chercher la mort? À quoi bon tenter Dieu? » Cet autre songeait. « Vous ai-je élevé, cher fils, pour les besognes des serfs, et vous, chère fille, pour celles des filles de joie? Mais ma mort ne vous sauverait pas. » Et tous se taisaient. Le Morholt dit encore. « Lequel d'entre vous sait prendre mon gage? Je lui offre une belle bataille, car à 3 jours d'ici, nous gagnerons sur les barques l'île Saint-Samson, au large de Tintagel. Là, votre chevalier et moi, nous combattrons seul à seul, et la louange d'avoir tenté la bataille rejaillira sur toute sa parenté. » Il se taisait toujours, et le Morholt ressemblait au gerfaut que l'on enferme dans une cage avec des petits oiseaux. Quand il y entre, tous deviennent muets. Le Morholt parla pour la 3e fois. « Eh bien, beau seigneur cornouaillais, puisque ce parti vous semble le plus noble, tirez vos enfants au sort, et je les emporterai. Mais je ne croyais pas que ce pays ne fût habité que par des cerfs. » Alors, Tristan s'agenouilla aux pieds du roi et dit. « Seigneur roi, s'il vous plaît de m'accorder ce don, je ferai la bataille. » En vain le roi Marc voulut l'en détourner. Il était jeune chevalier. De quoi lui servirait sa hardiesse? Mais Tristan donna son gage au Morholt, et le Morholt le reçut. Au jour dit, Tristan se plaça sur une courte pointe de sandales vermeilles, et se fit armer pour la haute aventure. Il revêtit le haubert et le heaume d'acier bruni. Les barons pleuraient de pitié sur le preux et de honte sur eux-mêmes. « Ah, Tristan, se disait-il, hardi baron, belle jeunesse, que n'ai-je plus tôt que toi entrepris cette bataille? Ma mort jetterait un moindre deuil sur cette terre. » Les cloches sonnent, et tous, ceux de la baronnie et ceux de la gente menue, vieillards, enfants et femmes, pleurant et priant, escortent Tristan jusqu'au rivage. Ils espéraient encore, car l'espérance au cœur des hommes vit de chétives pâtures. Tristan monta seul dans une barque et cingla vers l'île Saint-Samson. Mais le Morholt avait tendu à son mât une voile de riche pourpre, et le premier, il aborda dans l'île. Il attachait sa barque au rivage quand Tristan, touchant terre à son tour, repoussa du pied la sienne vers la mer. « Vassal, que fais-tu? Dit le Morholt. Et pourquoi n'as-tu pas retenu comme moi ta barque par une amarre? Vassal, à quoi bon? Répondit Tristan. L'un de nous reviendra seul vivant d'ici. Une seule barque ne suffit-elle pas? Et tous deux, s'excitant au combat par des paroles outrageuses, s'enfoncèrent dans l'île. Nul ne vit l'âpre bataille, mais par 3 fois,
Les mères portaient au rivage un cri furieux. Alors, en signe de deuil, les femmes battaient leurs paumes en chœur, et les compagnons du Morholt, massés à l'écart devant leur tente, riaient. Enfin, vers l'heure de nonne, on vit au loin se tendre la voile de pourpre. La barque de l'Irlandais se détacha de l'île, et une clameur de détresse retentit. Le Morholt! Le Morholt! Mais comme la barque grandissait, soudain, au sommet d'une vague, elle montra un chevalier qui se dressait à la proue, chacun de ses poings tendait une épée brandie. C'était Tristan. Aussitôt 20 barques volèrent à sa rencontre, et les jeunes hommes se jetaient à la nage. Preux s'élança sur la grève, et tandis que les mères à genoux baisaient ses chausses de fer, il cria aux compagnons du Morholt. « Seigneur d'Irlande, le Morholt a bien combattu. Voyez mon épée est ébréchée. Un fragment de la lame est resté enfoncé dans son crâne. Emportez ce morceau d'acier, seigneur. C'est le tribut de la Cornouaille. » Alors, il monta vers Tintagel. Sur son passage, les enfants délivrés agitaient à grands cris des branches vertes et de riches courtines se tendaient aux fenêtres. Mais quand, parmi les chants d'allégresse, au bruit des cloches, des trompes et des buccines, si retentissants qu'on n'eût pas ouï Dieu tonner, Tristan parvint au château, il s'affaissa dans les bras du roi Marc et le sang ruisselait de ses blessures. À grand déconfort, les compagnons du Morholt abordèrent en Irlande. Naguère, quand il rentrait au port de Westfort, le Morholt se réjouissait à revoir ces hommes assemblés qui l'acclamaient en foule, et la reine, sa sœur et sa nièce, Iseult la blonde, aux cheveux d'or, dont la beauté brillait déjà comme l'aube qui se lève. Tendrement, elle lui faisait accueil, et s'il avait reçu quelques blessures, elle le guérissait, car elle savait les baumes et les breuvages qui raniment les blessés déjà pareils à des morts. Mais de quoi leur serviraient maintenant les recettes magiques? Les herbes cueillies à l'heure propice, les filtres. Il gisait, mort, cousu dans un quart de cerf, et le fragment de l'épée ennemie était encore enfoncé dans son crâne. Iseult la blonde l'en retira, pour l'enfermer dans un coffret d'ivoire précieux comme un reliquaire. Et, courbées sur le grand cadavre, la mère et la fille redisant sans fin l'éloge du mort et sans répit lançant la même imprécation contre le meurtrier, menaient à tour de rôle parmi les femmes le regret funèbre. De ce jour, Iseult la blonde apprit à haïr le nom de Tristan de Launois. Mais blessé par le puits empoisonné du Morholt, Tristan dégage une odeur si fétide qu'il décide de s'éloigner pour éviter d'importuner les familiers du palais. Seul, avec un ni-voile, il dérive 7 jours et 7 nuits. Puis, le hasard l'entraîne vers les côtes irlandaises. Pour éviter d'être reconnu par ses compatriotes du Morholt, il se présente sous une fausse identité, Tristan le jongleur. N'ayant pas reconnu le meurtrier de son oncle, Iseult, la fille du roi dont la chevelure a l'éclat d'or, le soigne grâce à des philtres magiques. Guéri, le neveu du roi Marc rentre en Cornouailles.